Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan à mi-parcours du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous avais publié la palle de mon Pumpkin Autumn Challenge pour cette année et aujourd'hui je crois qu'il est temps de faire un petit bilan à mi-parcours sur mes lectures de septembre. J'avais choisi pour la sous-catégorie Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul qui contenait les mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat classique, sarcasme, verve et satire. J'avais choisi The Dead Romantics de Ashley Poston pour le mot amour. J'étais très curieuse de lire un titre de Ashley Poston parce que je sais qu'elle fait beaucoup de romances mais avec un twist magique. Il y a toujours des fantômes, des choses un peu étranges dans ces romances et donc j'ai lu The Dead Romantics en première lecture de ce Pumpkin Autumn Challenge. Et en fait, on va suivre Florence Day, qui est une ghostwriter. En anglais, ça se dit comme ça. C'est en fait une plume secrète pour une grande autrice de romance. Elle a d'ailleurs un succès fou, mais dans l'ombre de cette grande autrice. Et malheureusement pour elle, elle va subir une terrible rupture qui fait qu'elle ne va plus du tout croire en l'amour. Et c'est un gros problème parce que du coup, elle n'est plus capable d'écrire des romances. Elle n'y arrive plus, ça sonne faux, elle n'y croit plus. Et donc, elle va repousser l'écriture de ce dernier roman qu'elle doit absolument délivrer. Et elle va être convoquée par un nouvel éditeur qui vient d'arriver dans la maison d'édition, qui s'appelle Ben ou Benji, je sais plus. Et forcément, cet homme est extrêmement séduisant. Le début du roman est vraiment cette rencontre entre les deux personnages, j'ai adoré. J'ai plongé dans cette histoire, l'autrice m'a prise, m'a mis là-dedans et j'ai adoré le début du roman. La façon dont ils se rencontrent, c'est hyper magique, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Sauf que malheureusement pour Florence, elle va recevoir un appel et en fait on lui dit qu'il y a un décès dans sa famille, son père vient de décéder et son père c'était vraiment le pilier de la famille, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Florence est extrêmement proche de son père donc voilà, évidemment ça la bouleverse. Elle revient dans son village d'enfance aux États-Unis qu'elle avait quitté pour différentes raisons qu'on va apprendre au fur et à mesure du roman. Je ne vous le dis pas parce que ce serait un spoiler, ce serait dommage de vous le dire. Son père et sa mère tiennent en fait un funérarium. Donc il y a cet aspect vraiment de deuil qui est très important dans le livre. On a le retour dans le village pour préparer l'enterrement de ce père, lui dire au revoir et tout, donc c'est très très important hein, dans le livre. Et par tout cet aspect du funérarium, donc on a vraiment cette ambiance qui tourne autour de la mort quand même hein, dans le livre. La particularité de Florence, c'est qu'elle peut voir les fantômes. Et au moment où elle va revenir dans sa famille, elle ne va pas voir son père, elle va voir son éditeur qui est décédé. Son éditeur est mort. Et là, elle est hyper choquée parce qu'elle dit mais je viens de le voir, il est pas mort, il est jeune, il est dans la force de l'âge. Et va s'en suivre un rapprochement entre Florence et ce fameux Benji. Je crois que c'est Benji ou Ben, je me rappelle plus. J'ai trouvé que le livre au début, dans les premiers chapitres, était extrêmement prometteur. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice également. C'est simple mais c'est bien écrit, il y a des jolies descriptions, les sentiments sont bien décrits aussi. En fait on mêle l'émotion, des choses émouvantes, des belles formulations, toute cette partie sur le deuil et en même temps c'est drôle, c'est sarcastique. Donc y a des situations qui nous font rire. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, on parle de deuil, mais aussi on parle beaucoup de la nostalgie. La nostalgie du passé, de la famille. Malheureusement, la magie du début du roman, le fait que le deuil soit aussi bien traité quand même, ça a été un peu gâché parce que je pense que l'autrice s'est complètement perdue dans le deuil, dans cet aspect du livre. Parce que pour moi, le fait de faire mourir le personnage du père de la protagoniste, c'était peut-être pas une bonne idée parce que beaucoup trop proche. Et en fait, c'est compliqué de faire naître une romance au moment où la protagoniste perd son père. Vous voyez, c'est compliqué quoi. L'autrice oublie son personnage masculin au profit de tout ce qui se passe avec la famille
de Florence et de ce processus d'enterrement, des dernières volontés du père, etc. Donc on se perd un peu dans la romance. La romance, finalement, le personnage masculin, Benji, qui était vraiment extrêmement bien fait, c'est un super personnage masculin, il est complètement oublié au profit des problèmes familiaux que subit Florence à ce moment-là. Enfin, c'est pas des problèmes familiaux, mais disons que l'enterrement de son père est forcément un gros poids sur les épaules de Florence. Et ben, on oublie Benji. Benji n'est pas beaucoup présent finalement dans ce livre parce que comme c'est un fantôme, il apparaît pas tout le temps aux côtés de Florence. Donc il apparaît un moment, puis il disparaît, puis il réapparaît, il disparaît, mais finalement il partage assez peu de temps ensemble et tout ça se déroule que sur une semaine. J'ai trouvé que vers le milieu du livre, il y avait énormément de répétitions par rapport à ce deuil. C'était vraiment la quête principale de la protagoniste et on en oubliait complètement la romance finalement. Il y avait aussi un aspect que j'ai pas trop aimé, qui était aussi très redondant, c'était le côté très sarcastique des dialogues entre les frères entre les frères et sœurs. Bon, une fois, deux fois ça va, mais redondant à ce point, ça m'a un petit peu fatiguée dans ma lecture. Il y avait une scène qui m'a beaucoup dérangée, parce que là, moi je trouvais ça super cringe. C'est qu'il y a un rapprochement entre les deux personnages, sauf que ce rapprochement est très maladroit parce qu'il se fait le jour de l'enterrement du père. Et franchement, là, je comprends pas. Parce que moi, je pense qu'on a tous vécu un jour l'enterrement de quelqu'un de proche. Et là, c'est son père, ok? C'est pas un ami de la famille ou je sais pas quoi, c'est son père, ok? Et eux, ils se rapprochent physiquement le jour de l'enterrement de son père. Comment tu peux mettre une scène comme ça le jour de l'enterrement du père de Florence, de la protagoniste? C'est pas possible, ça marche pas. C'est hyper cringe en fait, ça m'a énormément dérangée. Tout ça pour dire que du coup, le roman a commencé vraiment, j'ai adoré, j'ai cru que j'allais avoir un coup de cœur, 5 étoiles et tout, et puis c'est vraiment retombé. La fin du roman est beaucoup mieux. J'ai retrouvé le côté hyper plaisant, presque coup de cœur du début du roman, j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, j'ai mis 3,75 étoiles à ce livre The Dead Romantics. Ensuite, dans la catégorie automne frissonnant, j'ai choisi de lire Du thé pour les fantômes pour le mot-clé fantôme qui se retrouve dans la catégorie l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Du thé pour les fantômes, ça parle de deux sœurs qui, après 30 ans sans s'être vues, vont être réunies suite à la mort brutale et soudaine de leur mère. Ce sont des sœurs jumelles, mais elles sont très différentes et on va vite comprendre la dynamique familiale des sœurs et de la mère parce que leur mère a choisi de les appeler donc une Félicité et l'autre Agonie. Donc là très clairement on comprend le fossé qu'il y a entre les deux sœurs et que la mère a déjà voulu instaurer entre elles en les appelant, en les nommant ainsi. Alors c'est vraiment un conte fantastique, ce qui est intéressant c'est que ça se passe à Nice mais notamment sur les hauteurs de Nice dans des petits villages niçois comme ça, provençaux. Donc ça c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce livre pour ça. Félicité est une passeuse d'âme et elle est capable de parler aux fantômes et de les faire parler d'eux grâce au thé. Et tout ce qui tourne autour de Félicité est extrêmement délicat, c'est beau, c'est magique, c'est poétique, c'est magnifique. Elle arrive à communiquer avec les fantômes et à les faire passer dans un autre monde, etc. C'est ce qu'elle va vouloir faire avec sa mère, retrouver sa mère pour la faire passer de l'autre monde avec l'aide de sa sœur Agonie. Agonie, c'est tout le contraire de Félicité. Tout ce qui touche à Agonie est absolument horrible et l'autrice a un tel talent que vraiment moi ça me choque encore, enfin choquer c'est pas le mot mais c'est extrêmement dérangeant, voilà, c'est une lecture d'Halloween parfaite parce que tout ce qui tourne autour d'Agonie est dégoûtant. Agonie, pour vous dire, et moi ça m'a beaucoup dérangé dans le roman, Agonie, dès qu'elle parle, à chaque mot qu'elle prononce, elle sort de sa bouche des espèces d'horribles papillons. Moi j'ai un problème avec les insectes, alors les papillons quand ils sont beaux ça va, mais quand c'est des papillons de nuit et des trucs comme ça, c'est pas très agréable. Et elle, ces papillons, c'est pas les plus jolis papillons, voilà, autant vous le dire tout de suite. Et quand ils se posent sur quelque chose, ils détruisent tout, c'est la mort en fait. S'ils se posent sur ton nez ou sur ta peau, tu vas être complètement ridé.
S'il se pose sur une fleur, elle va être complètement fanée. S'il se pose sur un objet, il va être cassé. Voilà, et dès qu'elle prononce un mot, l'autrice nous écrit combien de papillons sont sortis de sa bouche, à quoi ils ressemblent et sur quoi ils se posent et qu'est-ce qu'ils détruisent. Et ça m'a dérangée au bout d'un moment, et c'est pour ça que ma lecture est un petit peu mitigée de ce roman, parce qu'il il y avait beaucoup de répétitions par rapport à ces horribles papillons. Comme je vous l'ai dit, c'est une lecture un peu mitigée parce qu'autant j'ai aimé la poésie, la plume de l'autrice, il y avait aussi beaucoup de choses que j'ai appréciées, même si c'était un peu long, tout ce qui était l'été, les étrangetés, la théologie, tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je me suis perdue à un moment donné dans les longueurs du roman, c'est extrêmement long. Tout le parcours que font Félicité et Agonie, je l'ai trouvé assez long. Et je dois même dire que je me suis à un moment assez ennuyée quand même. C'était trop lent, trop long et pas assez intriguant pour moi. Ensuite, on est toujours happé par des histoires annexes et je trouvais qu'au moment c'était assez brouillon. J'ai eu l'impression que ça se perdait un peu dans trop de choses. Donc voilà, une lecture mitigée malheureusement parce que j'y ai trouvé vraiment des belles choses dans ce livre, mais au bout d'un certain nombre de pages, c'était assez fastidieux à lire. Donc je lui ai mis 3 étoiles. Je pense qu'en termes de talent, de plume, d'ambiance, ça mérite plus, mais j'ai vraiment voulu noter par rapport à mon ressenti de lecture, personnel, bien sûr. Mais j'ai envie de vous citer 2 formulations que j'ai écrites dans mon carnet de lecture. La vérité, c'est une bulle de savon noir. Tu cherches à la saisir, elle risque d'éclater. Et une deuxième citation. La confiance, c'est le privilège des gens bien entiers, bien pleins, jamais fissurés. Il y a beaucoup de beaux passages dans ce livre, un petit peu trop longué pour moi, malheureusement. Dans la catégorie automne crépusculaire, pour la sous-catégorie Le règne des phalènes, j'ai choisi de lire Bride de Ali Hazelwood pour le côté animal, nocturne et transformation, puisqu'on va suivre une vampire qui va être dans un mariage forcé avec un loup-garou pour en fait garder la paix entre les différentes espèces. Dans ce livre, il y a 3 espèces dans ce monde. Il y a les humains, les vampires et les loups-garous. Les différents groupes vont faire des alliances pour maintenir la paix et c'est pour ça que Misery, dont le nom est bien trouvé, va se retrouver confronté à ce mariage avec Lo, qui est l'alpha des loups-garous dans cette histoire. J'ai mis à ce livre 3,75 étoiles. D'ailleurs, je vais vous en parler aussi plus en détail dans mon vlog romance, puisque je l'ai lu aussi pour ce vlog. C'est une romance un peu paranormale avec un loup-garou et j'étais très curieuse de connaître ce sous-genre de la romance et j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, j'ai bien aimé ce livre. Ali Hazelwood, c'est le 2e livre que je lis d'elle. J'avais lu The Love Hypothesis avant. La romance est extrêmement présente, certes, mais il y avait aussi beaucoup d'intrigues au niveau de ces alliances, la politique de ce monde. Voilà, vraiment c'est assez fourni en termes d'intrigue, mais pas seulement en termes de romance. Et je trouvais que la romance était vraiment chouette. Ce que j'ai adoré, c'était que Misery, ce personnage, soit vraiment confronté au monde des humains, parce qu'elle a aussi été confrontée au monde des humains quand elle était plus jeune, où elle était vraiment complètement différente d'eux, où elle se sentait pas à sa place, et maintenant au monde des loups-garous, où elle n'est pas du tout à sa place et elle est même en danger dans ce monde-là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que Lo soit extrêmement protecteur envers elle. Malgré le fait qu'elle soit aussi un personnage puissant, voilà, c'est une vampire, donc elle a certains pouvoirs, etc. Mais le côté protecteur de Lo m'a beaucoup plu dans cette romance. Ensuite, dans la sous-catégorie Le crépuscule décide, j'ai choisi de lire, et j'ai le livre, Divine Rivals, Divine Rivalité de Rebecca Ross, pour le terme mythologie et fantasy, parce que c'est vraiment ce que l'on retrouve dans ce livre-là. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup de gens en ont parlé en vraiment super bien et tout, donc j'étais très curieuse et puis je l'ai trouvé vraiment magnifique, donc j'ai fait en sorte de me le procurer. J'espère qu'on le voit bien.
C'est un roman YA, donc Young Adult, jeune adulte, dans lequel on va suivre la jeune Iris, c'est elle, qui a une vie vraiment difficile parce que sa mère est alcoolique, son frère est parti sur le front à la guerre parce que dans cette histoire, il y a une partie de mythologie dans lequel les dieux se font la guerre. Chaque clan va faire venir des hommes en fait pour combattre, des hommes et des femmes d'ailleurs, sur le front. C'est très clairement inspiré de la Première Guerre mondiale et de la guerre des tranchées. Son frère donc va partir à la guerre et elle va se retrouver à devoir maintenir son foyer, sa mère, en travaillant comme journaliste dans un journal assez connu. C'est là qu'elle va rencontrer Roman, qui est en fait son rival. Ils vont se disputer des chroniques pour finalement devenir un des chroniqueurs principaux de ce grand journal. Iris décide sur sa machine à écrire d'écrire des lettres à son frère et un jour elle va recevoir une réponse qui lui dit « Je ne suis pas ton frère ». Va commencer une relation épistolaire, donc c'est aussi un peu un roman épistolaire puisqu'on lit les lettres de chacun des protagonistes, entre Iris et ce mystérieux inconnu. Alors nous on sait que c'est Roman, hein. C'est pas un spoil. Va s'en suivre une relation épistolaire et une romance épistolaire entre les deux. J'ai mis à ce roman la note de 3,75 étoiles. Pour moi, le fait qu'on en a parlé autant, je trouve que c'est un peu exagéré. Je trouvais que c'était une super lecture, hein. 3,75 pour moi c'est une bonne note, c'est une très bonne note. Mais c'est pas non plus le roman de l'année du siècle. Et c'est un bon roman, c'est bien écrit, c'est bien fait, mais bon. Déjà, je pense qu'il faudrait classer ce roman non pas comme une romantaisie ou comme une fantaisie, mais plutôt comme une fiction historique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup aimé moi dans ce livre, c'est que vraiment, le côté fiction historique est beaucoup plus présent que le côté mythologie, que le côté fantaisie. La plume de l'autrice, la manière dont elle décrit l'ambiance, et le fait aussi que ça se passe au début du XXe siècle, donc dans leur correspondance, et quand ils se parlent, les personnages se vouvoient, et il y a une certaine distance entre eux, il y a une certaine poésie. Ça donne un côté extrêmement doux, malgré le fait que ça parle de la guerre, que la vie d'Iris est vraiment pas drôle, hein, il se passe des choses difficiles pour elle. Mais j'ai trouvé ce roman hyper cocooning. Et ça, je pense que c'est vraiment dû à la plume de l'autrice, à la manière dont elle a de décrire les choses. Il se parle de façon très polie, courtoise, il se vouvoie. Tout ça donne une atmosphère extrêmement douce. J'ai trouvé que les lettres qui s'envoyaient étaient extrêmement jolies, c'est extrêmement bien écrit, c'est plaisant à lire aussi. Je trouve que le roman est doux, romantique, romanesque, ça m'a beaucoup plu. Par contre, j'ai trouvé que c'était, à mon goût, avec l'âge que j'ai, beaucoup trop enfantin. On sent que c'est du jeune adulte hein, quand même. Enfantin, c'est peut-être un grand mot, mais il est quand même. Non, quand même, parce qu'elle lui donne des surnoms, parce qu'elle n'aime pas du tout Roman, et elle lui donne des surnoms, mais il y a des moments, c'est un peu bébé quand même, les surnoms qu'elle lui donne, ça m'a fait un peu rigoler. La fin se termine sur un cliffhanger, donc on a normalement envie de lire le suivant pour savoir ce qui se passe dans l'histoire, mais personnellement, j'ai pas envie de lire la suite, non pas parce que j'ai pas aimé ce livre, j'ai aimé ce livre, mais je trouve pas que l'intrigue soit assez accrocheuse pour moi pour lire le second, et en plus de ce que j'ai entendu, alors que les critiques sont extrêmement bonnes pour celui-là, le deuxième a beaucoup moins convaincu les gens, donc je me dis que je vais pas forcément aimer. Je vais rester sur la lecture de Divine Rivalité, parce que j'ai pas envie d'être déçue par le second, et que celui-là a été une lecture agréable. Voilà, j'ai eu plaisir à le lire, c'était une belle lecture, une belle plume. J'ai pas besoin de plus. Dans la catégorie automne frissonnant, j'ai lu un autre livre, dans la sous-catégorie des pancakes pour 11, parce qu'il y avait le mot-clé science-fiction, et j'ai donc lu Sidération de Richard Powers. Alors Sidération, je vous ai déjà parlé beaucoup de ce livre dans mon vlog lecture de vacances au Pérou. Vous pouvez aller voir la vidéo, n'hésitez pas, parce que je vous en parle beaucoup plus profondément. C'est un livre de science-fiction qui va suivre un père, Théo, et son fils Robin. Robin, c'est un jeune garçon de 9 ans qui fait des véritables crises de rage. Il a des difficultés à gérer ses émotions. Il a aussi perdu sa maman dans un accident tragique de voiture. Et la solution que va trouver Théo pour l'aider, c'est de lui faire suivre un programme expérimental pour que Robin apprenne
des expériences des autres personnes. Je trouve que c'est un roman hyper important et qui est un roman très actuel parce que nous sommes en pleine élection américaine et ce livre parle d'un monde assez sombre, peut-être même notre futur, malheureusement, où il y a un personnage qui nous fait extrêmement penser à Trump. Et aussi, on parle énormément du changement climatique et j'ai mis à ce livre la note de 3 étoiles. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce livre, mais qui ne sont jamais creusées. Il y a des intrigues qui sont évoquées dans ce livre et qui ne sont jamais creusées non plus. Et donc on reste toujours en surface. Il y avait quand même pas mal de passages que j'ai surlignés dans ce livre, mais il y en a une particulièrement qui m'a vraiment touchée. Tout ce qui s'approche de Robin, de cet enfant, m'a beaucoup émue et m'a beaucoup touchée, et c'était un point fort du roman. Pour vous mettre dans le contexte, c'est un moment où le petit est extrêmement sensible à la cause animale notamment. Il va entamer des actions pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Il a envie d'aller manifester et dans ce passage-là, il va manifester avec sa pauvre petite banderole tout seul et son père décrit son action comme ceci. He wanted drama and showdown and righteous cause for justice from concerned citizens. Instead, he got America. Ce passage est terrible. Il y a beaucoup de passages terribles qui se concernent Robin, mais ce passage-là est terrible et cette citation-là me fait trop mal au cœur. Instead, he got America. Un des nombreux passages qui fait vraiment mal au cœur dans ce livre par rapport à Robin, par rapport à son envie de dire mais comment les adultes peuvent entendre ce qui se passe dans les news et ne pas agir, et lui il veut agir et en fait il se retrouve tout le temps confronté à un mur de gens qui n'en ont rien à faire. Vraiment c'est dur et il y a des passages qui sont très très bien dans ce livre vraiment. Donc soit on prend le roman pour ce qu'il est, pour ce qu'il véhicule et on cherche pas plus, mais si vous aviez envie de plus d'intrigue, ben c'est un peu décevant. Voilà, bon en tout cas c'est mon avis personnel. On va faire un point sur ce qu'il me reste à lire entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Dans la sous-catégorie fenêtre cassée, porte ouverte avec le mot horreur, il me reste à lire A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher. Et c'est une revisite du conte de la fille de loi des frères Grimm. J'ai très hâte de lire ce livre et d'ailleurs je me le suis commandé. Donc c'est une lecture que je ferai au mois d'octobre certainement. Le sang d'encre, le volume 1 de Néna Labussière. Pour le moment, je ne compte pas tout à fait le lire parce que il est très gros, donc pour me le faire livrer, c'est compliqué. Et il est encore vraiment cher sur Kindle, donc j'ai pas envie de dépenser 15-20 € dans un livre Kindle. Dans la sous-catégorie Take Care of Cinnamon Holmes, il y avait le mot famille et ça m'a donné envie de lire Betty de Tiffany McDaniel. Il est là, je suis en train de tourner un vlog lecture sur ce livre, j'ai commencé la lecture. Donc, c'est en cours. Un livre qui me tarde vraiment de lire, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Tout le monde dit que c'est une lecture extrêmement cocooning, parfaite pour l'automne. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir cette petite histoire de sorcière en octobre ou en novembre. Dans la même catégorie, dans la sous-catégorie CAD, je suis tombée de cet arbre, il y avait les mots amitié et aventure. Ce qui me donne, pour le mot surtout aventure, envie de lire Inheritance Games. On va suivre une jeune lycéenne qui, pour une raison inconnue, va recevoir un héritage de millions d'un millionnaire qui vient de décéder. Mais pour toucher cet héritage, il va falloir qu'elle aille vivre dans le manoir et elle va être confrontée aux héritiers. Il va falloir qu'elle fasse des jeux, peut-être un peu à la Hunger Games ou je sais pas trop, pour toucher l'héritage. Ça, c'est une série avec des thèmes trahison, manigance, jeu. Voilà, il va falloir qu'elle soit un peu intelligente pour gagner. En tout cas, il y a 5 tomes, donc je sais pas trop dans quoi je me lance, mais on verra. Dans la sous-catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles, on avait les mots-clés romantisme et poésie, lyrisme aussi, et j'avais choisi Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda, qui est aussi Chris Vuklisevich. J'avais lu Du thé pour les fantômes dont je vous ai parlé dans cette vidéo de cette même autrice. J'ai adoré la plume de Ada Vivalda, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. C'est plutôt une fantaisie, ça va se passer dans ce qui s'apparente à l'Irlande.
Moi, tout ce qui est Écosse-Irlande, j'adore, donc déjà ça me donne très envie. La plume de l'autrice m'avait largement convaincue. Je suis très curieuse de cette lecture, j'ai vraiment envie de le lire, donc ça je pense que je vais le sortir en octobre. Pour la chute de l'Orélé, on avait les mots-clés roman choral et prophétie et j'avais choisi le tome 1 de Pallas qui est une revisite de Marine Carteron de la mythologie grecque. C'est une réécriture en 3 tomes et le premier tome ça raconte les prémices de la guerre de Troie. J'adore la mythologie grecque et le fait de faire une revisite où la femme a un peu plus sa place que dans la mythologie grecque classique me donne très envie. J'espère que je vais pouvoir le lire en octobre et en novembre. Disons qu'il nous reste encore 2 mois de lecture, donc je pense que c'est assez pour compléter ma petite palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ceci étant dit, je suis en train de faire des lectures qui peuvent aussi s'apparenter à certains thèmes, donc quand je referai mon bilan final, je vous parlerai certainement d'autres lectures qui correspondent tout à fait au thème qu'il me reste à lire pour valider mes catégories. En attendant, j'espère que vous aussi vous faites de très bonnes lectures pendant ce Pumpkin Autumn Challenge. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, en tout cas vos meilleures lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Je serais très curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et même un petit commentaire pour soutenir cette chaîne qui débute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!